À 1 heure de Nazca, les Andes se dressent à plusieurs kilomètres d'altitude. Les études de Stephen montrent que l'eau descend de ces sommets empruntant les failles créées par les tremblements de terre. Une partie de cette eau se diffuse dans le sol et migre grâce aux interconnexions entre les failles et les fractures. Mais la certitude de retrouver les sources dans ce désert sans route était faible pour les anciens habitants du désert. Ils savaient comment les situer avec précision. Il y a 1500 ans, ils ont construit certains de ces aqueducs et au même moment, ils ont dessiné de gigantesques trapèzes sur le sol. Dans la vallée, Stephen a trouvé d'autres preuves. Regarde, c'est magnifique. Tu peux voir au moins 3 failles là-bas. Une grande où tu as la couleur jaune clair, puis le sable brun, et enfin la terre rouge. Dans la vallée, un site important Nazca est situé près d'une source souterraine. Mais les pilleurs de tombes sont passés les premiers. On trouve des morceaux de poterie brisés, un atelier de tissage et une seule tombe dans un grand espace. Ils ont découvert une faille et un village. Ils doivent maintenant trouver un trapèze. Les 3 éléments sont nécessaires pour confirmer la théorie de David. Plus loin dans la vallée, il est là. Estompé, mais bien visible depuis les hauteurs. C'est un remarquable indicateur du point d'eau. La théorie de David vient de trouver sa confirmation. Ce lieu et bien d'autres ont apporté des éléments probants à cette explication. De nombreuses lignes coïncident avec des failles et des sources. Mais David et Stephen rentrent à Nazca pour obtenir plus de détails. C'est une histoire vraiment très compliquée que nous essayons de raconter ici. J'ignore encore s'il y a une seule et même raison qui pourrait tout expliquer. Ces nouvelles études pourraient finalement révéler que les Nazca pointaient les sources d'eau grâce à leur mystérieux dessin. Je pense honnêtement que nous allons trouver que les failles, les sources d'eau, ont un lien étroit avec les formes trapézoïdales. David Johnson reste persuadé que sa découverte permettra de mieux comprendre les savoirs de ces peuples anciens. Ce peuple était très avancé. Il n'avait pas d'ordinateur, pas de camion, pas d'avion, mais il a été capable de comprendre de façon incroyablement subtile son environnement. Mais finalement, qu'est-ce qui a conduit la population à partir vers la ville de Nazca? Qu'a-t-il pu arriver à cette culture pour qu'elle disparaisse alors que ces hommes et ces femmes savaient si bien vivre dans ce désert hostile? La réponse est peut-être cachée dans les rapports des trapèzes et de l'espace. Le professeur Mike Bailey nous parle d'une catastrophe immense qui s'est produite juste au moment où les lignes Nazca s'arrêtent. C'est le seul événement depuis 2000 ans dont on trouve des traces partout. Le professeur Mike Bailey dirige le plus important laboratoire d'analyse du bois à la Queen's University de Belfast. La coupe d'un tronc laisse apparaître les anneaux laissés par la croissance de l'arbre saison après saison. Ils permettent au bois ancien de révéler si le climat a été dur ou propice à la croissance de l'arbre. Cet échantillon date de l'époque où les Nazcas ont arrêté de tracer les lignes. On constate 7 années de catastrophe climatique. Nous ne cherchons pas seulement si les arbres ont bien ou mal réagi au climat pendant leur croissance. Nous parlons ici d'agressions physiques de plusieurs sortes. Plus on se penche sur ce problème, plus il devient clair. C'est un événement particulier, absolument global, dans le sens où on trouve des traces sur l'ensemble de la planète. Amérique du Sud, Amérique du Nord, Sibérie, Europe. C'est un vrai bouleversement de l'environnement. C'est exactement l'effet que produirait un grand nuage de poussière qui accompagnerait une super éruption. Mike Bailey propose une autre solution. Quel événement peut induire un tel bouleversement de l'environnement? Quelque chose comme la collision avec une comète. Quelque chose qui frappe fortement l'atmosphère et disperse des particules dans l'air depuis l'espace.
Ce désastre est-il la preuve d'un rapport entre les lignes et une hypothétique connexion extraterrestre? Quand les rendements de leur culture ont commencé à diminuer, ces cultivateurs n'ont rien pu faire en dépit de leur connaissance de l'environnement. Les lignes qui indiquaient les sources n'étaient plus utiles. Et à la fin, ces maîtres du désert ont dû abandonner leur village ou mourir, laissant des marques pour rappeler leur existence et fasciner les explorateurs. Les lignes Nazca sont devenues célèbres il y a moins d'un siècle, quand on a commencé à vouloir en savoir plus sur une des plus anciennes civilisations qui a engendré une légende fascinante. C'est la légende d'une civilisation très raffinée, appelée Atlantide, subitement engloutie par la mer sans laisser de traces. Une histoire qui a conduit des individus durant de nombreuses années à la recherche de son emplacement. Ces acteurs grecs préparent un spectacle basé sur une adaptation du texte de Platon, le grand philosophe grec à l'origine de ce mystère. En 360 avant Jésus-Christ, dans un de ses dialogues sur les théories politiques, il change bizarrement de sujet. Ces dialogues ont été étudiés par l'archéologue, le professeur Colin MacDonald. Soudain, au milieu de ce texte, arrive l'histoire de l'Atlantide. Elle est racontée avec beaucoup de détails, comme s'il avait une source très précise d'informations. Beaucoup considèrent cette histoire comme un stratagème pour expliquer la politique. Mais Platon a écrit un récit qui explique comment Critias a été appelé à raconter ce conte à Socrate. Critias, raconte-nous cette fameuse et vieille histoire dont on dit qu'elle n'est pas une légende, mais un fait bien réel. C'est un conte venu d'Égypte voilà très longtemps, Socrate. Platon raconte que cette histoire est arrivée en Grèce 2 siècles plus tôt, c'est-à-dire 560 ans avant Jésus-Christ. Un voyageur la tenait de prêtres égyptiens qui racontaient que cette histoire était encore plus ancienne que leur propre civilisation. Cette histoire parle d'une île magnifique et puissante située dans le grand océan. Il y a 9000 ans, elle disparut. Un violent tremblement de terre et un ouragan la firent disparaître en un jour et une nuit. Dès que cette histoire égyptienne fut connue en Grèce, les gens furent fascinés. Où se situe l'Atlantide? Quelle catastrophe l'a fait disparaître? Comment cette histoire est arrivée en Égypte? Pour répondre à ces questions, nous devons abandonner notre conception moderne du monde, car la géographie des anciens Grecs est très différente de la nôtre, et les noms, les endroits décrits par Platon ont eux-mêmes changé par rapport aux indications égyptiennes. Dis-nous plus de choses. Le premier roi de l'île était Atlas. C'est pourquoi l'océan est nommé Atlantique et l'île Atlantide. Ce que nous appelons maintenant l'Atlantique est un grand océan qui entoure le monde connu des Grecs, qui à l'époque était beaucoup plus petit que ce que nous connaissons. L'Atlantide pourrait se situer n'importe où dans le monde si on considère les géographes. Près de 2000 livres ont été écrits sur le sujet et peu s'accordent. Même l'Antarctique a été évoqué pour être l'île perdue. Mais à l'heure actuelle, la géologie et l'archéologie permettent de situer une grande catastrophe et de la localiser avec précision. Dale Domine-Hose, géologue et expert en désastres naturels, a étudié un événement en particulier. C'est sûrement un des plus grands événements de ces 10 000 dernières années. Il a tout changé. Pendant 2000 ans, la plupart des gens ont pris cette histoire de l'Atlantide pour un mythe. Mais la science apporte de nombreuses preuves d'un grand cataclysme qui a brisé des civilisations. Dale Domine-Hose a enquêté sur plusieurs de ces désastres au cours de l'histoire récente. L'histoire de l'environnement n'est pas linéaire et tranquille.
Elle est ponctuée par des chocs violents, de grande magnitude, qui changent le cours de l'histoire et du temps. Dale pense avoir découvert quelle catastrophe a donné naissance au mythe de l'Atlantide. Mais un autre passionné par la cité engloutie, Jim Allen, pense qu'il a découvert la civilisation disparue à l'autre bout du monde. C'est un spécialiste de l'imagerie aérienne et sa localisation de l'Atlantide, d'après un détail du texte de Platon, est complètement inattendue. Une grande plaine irriguée rectangulaire qui produit une grande variété de végétaux, de fruits, des noix. Les prêtres de l'Égypte en connaissaient les mesures exactes, comme celles de l'île tout entière. Jim Allen a durant de nombreuses années étudié des plans et des images satellites en utilisant le stade, la mesure de la Grèce ancienne. Au début, je me suis intéressé aux alignements de Stonehenge à ceux des pyramides, puis j'ai commencé une grande étude sur les systèmes de mesure de la Grèce ancienne. J'ai été intrigué par le texte de Platon sur l'Atlantide, dans lequel il parle d'une plaine de 3000 par 2000 stades grecs. J'ai alors cherché et je pense savoir où se trouve cet endroit. Jim situe cette plaine à un endroit qui n'a pas vu d'eau de mer depuis des millions d'années. Loin de la tradition, il y est arrivé sans bateau, mais armé de cartes, de relevés précis et d'une grande idée. Je suis convaincu que l'Atlantide et l'Amérique du Sud sont une seule et même terre. La capitale était située sur l'altiplano qui ressemble à la plaine rectangulaire dont parle Platon. L'altiplano bolivien culmine à 3200 mètres d'altitude. Jim, d'après ses recherches, explique pourquoi il a choisi cet endroit qui n'est pas au niveau de la mer. Si vous considérez que l'île qui a sombré était une île volcanique sur l'altiplano, elle a pu tout à fait disparaître en un jour et une nuit. Ce qui est apparemment un endroit sec peut, quand il pleut très fort, devenir une mer intérieure alors qu'il s'agit seulement d'une inondation. Mais ça ne résout pas le problème de savoir comment l'histoire est arrivée en Égypte. D'après Jim, les Atlantes utilisaient une version plus grande des bateaux de roseaux qu'utilisent encore les Sud-Américains. Dans ces temps anciens, les gens ont voyagé sur de grands bateaux construits en roseaux. Ils ont traversé l'océan Atlantique ou l'océan Indien pour arriver à ce que nous appelons maintenant le golfe Persique ou la Mésopotamie. Jim n'a pas trouvé de preuves tangibles pour étayer sa théorie, et il continue à chercher l'Atlantide dans les Andes. Ce que je cherche est le fond de vérité derrière la légende pour découvrir le lieu de cette fabuleuse civilisation. Est-il possible de révéler plus qu'un fond de vérité? Les chercheurs peuvent-ils réconcilier Platon et la science historique moderne? Les découvertes récentes ont mis en évidence un désastre immense capable d'anéantir un pays entier. Ce désastre est contemporain de la disparition supposée de l'Atlantide. Il y a 12 000 ans, à la fin du dernier âge glaciaire, une subite fonte des glaces a entraîné une forte montée des eaux qui a noyé les terres les plus basses. Soit peu de temps avant le désastre décrit par les prêtres égyptiens. Le docteur Stephen Oppenheimer utilise les analyses génétiques pour démêler l'écheveau des migrations consécutives aux inondations. Certains passionnés par la recherche de l'Atlantide pensent, en lisant son livre, qu'il sait où est l'île perdue. Mais où est-ce? Platon donne un indice. Le climat était si clément que 2 récoltes étaient possibles chaque année. Les animaux étaient nombreux, y compris les éléphants. Ces détails semblent indiquer une île tropicale que Stephen Oppenheimer connaît bien. Cet endroit, avec une telle variété et une telle abondance de nourriture, ne peut qu'être en Asie du Sud-Est, région qui a le plus souffert des inondations. Quand ils ont fui les terres qui forment maintenant le fond de la mer de Chine, les survivants ont apporté avec eux les récits du désastre. L'Asie du Sud-Est a été continuellement habitée, y compris pendant le dernier âge glaciaire. Les gens vivaient là quand l'eau est montée. Mais comment cette histoire a atteint les rives du Nil il y a des milliers d'années?